Cours C4-026. Impact d'un barrage sur les écosystèmes d'une région. Un projet de construction de barrage est envisagé afin de maîtriser le débit d'une rivière et faciliter l'irrigation des cultures. Avant d'autoriser le projet, le Conseil régional demande une étude scientifique sur les impacts du barrage sur les écosystèmes environnants. On se propose de résoudre le problème suivant. Quels sont les impacts d'un barrage sur les écosystèmes d'un environnement? À l'aide des documents, il va falloir mettre en évidence les écosystèmes impactés par le barrage, puis montrer l'effet qu'il peut avoir sur la teneur en dioxygène de l'eau, du cours d'eau, avant de déduire les impacts sur la biodiversité locale et à plus grande échelle éventuellement d'une région. La compétence travaillée sera d'identifier les impacts, bénéfices et nuisances des activités humaines sur l'environnement à différentes échelles. Passons maintenant à l'étude des documents. Nous voyons une image, un village, une rivière. Il y a l'amont de la rivière et l'aval. L'amont est situé au-dessus et l'aval plus bas, et l'eau coule donc de l'amont vers l'aval. On voit autour de la rivière, par endroits, des affluents. On voit des forêts aussi. Et au centre de l'image, on voit une zone assez humide qui entoure une partie de la rivière. Plus loin, nous voyons des zones cultivées. Et pas très loin des zones cultivées, donc nous voyons ce village. Alors, dans une forêt ou dans une rivière, des écosystèmes existent. Donc, autour de la rivière, on peut imaginer que des écosystèmes se sont mis en place et ont trouvé leur équilibre. Les zones humides présentent une biodiversité assez riche. Par exemple, il peut y avoir des oiseaux, des amphibiens tels que des grenouilles, des poissons. En France, certaines espèces végétales sont menacées et ces espèces sont quelquefois liées aux zones humides. On peut essayer de dégager quelques caractéristiques d'une rivière. Par exemple, la température moyenne de l'eau dans une rivière précise, à un endroit précis, peut être de 12 degrés Celsius, température moyenne. L'agitation de l'eau peut être moyenne, voire importante, ou entre les deux, entre moyenne et important. L'eau d'une rivière contient du dioxygène, donc ce qui permet aux êtres vivants de vivre. Par exemple, 11 mg par litre d'eau. 11 mg de dioxygène par litre d'eau de la rivière. La rivière est composée de certains composés, comme par exemple des galets, du sable, des rochers, qui peuvent être transportés plus ou moins loin, de l'amont vers l'aval, et selon le débit de la rivière. Dans une rivière, on peut voir de jeunes poissons, des poissons qui viennent de naître. On les appelle des alevins. Les alevins sont de très jeunes poissons. Alors nous voyons un œuf et un alevin de saumon de l'Atlantique
observés dans une partie de la rivière. Alors c'est bizarre parce que l'Atlantique, c'est quand même un océan, donc l'océan Atlantique. Et pourquoi, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on retrouve des saumons dans la rivière. En fait, pour se reproduire, les saumons adultes remontent le courant de la rivière et déposent des œufs, ici et là, au fond de la rivière. En se nourrissant de nombreuses proies et en se cachant dans les galets, les alevins grandissent pendant plusieurs années, puis ensuite ils vont retourner dans l'océan. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'océan Atlantique. Puis à un moment donné de leur vie, ils retourneront dans la rivière, ils vont remonter le courant de la rivière, donc de l'aval vers l'amont, et déposer des œufs qui vont naître et le cycle va recommencer. Nous pouvons voir d'autres animaux. Alors on voit un animal qui possède 6 pattes et 2 antennes. Il s'agit d'un insecte. En fait, il s'agit de la larve de Plécoptère. Ce sont des insectes dont les larves vivent dans les cours d'eau, donc dans les rivières. Pour se déplacer correctement, les larves ont besoin de l'eau, évidemment, et d'une eau dont la teneur en dioxygène est supérieure à 8,5 mg par litre. Alors tout à l'heure, dans l'exemple précis de la rivière, on avait dit que la teneur en dioxygène était de 11 mg par litre. En dessous de ce seuil de 8,5 mg par litre, les larves de Plécoptère risquent de mourir. Alors nous revoyons sur une autre image le même paysage, mais cette fois-ci, il y a eu un barrage. Un barrage a été construit. Donc, il s'agit de comprendre et de voir en fait sur l'image où est localisé le barrage. En fait, si on regarde bien, on ne le voit pas. Mais il s'agit d'un projet. Et ce projet nous montre ce qui risque de se passer dans le paysage que nous avons décrit précédemment. Donc on avait dit il y avait un village, des cultures, des forêts et une rivière, des affluents, l'amont, l'aval. Et là, dans la légende, on nous montre un petit trait noir et on nous dit ce sera l'emplacement du barrage. Seulement sur la photo, on ne voit pas de barrage. Alors il faut imaginer qu'il est entre l'amont et l'aval d'un endroit précis sur la photo. Alors on imagine qu'il est à la limite, à une limite que l'on ne peut voir que si l'on a la photo en fait. Bon, donc on voit qu'il y a une grande étendue d'eau. Ça veut dire que ce barrage a retenu l'eau et du coup la rivière déborde pour s'étaler de part et d'autre et former une sorte de lac. Donc en fait, il s'agit de l'étendue d'eau qui sera créée par le barrage. Alors les zones qui étaient humides, évidemment, sont complètement inondées. Enfin, dans le projet, les zones qui étaient assez humides et qui possédaient aussi une biodiversité se trouvent complètement ensevelies par l'eau. Et les forêts qui sont aux alentours sont impactées également. Ça veut dire qu'un peu d'eau, de l'eau, en fait, va déborder un petit peu pour atteindre une partie de la forêt. Alors, si on imagine, si dans la forêt, il y a une biodiversité qui s'était créée, eh bien, on imagine bien que l'eau, l'étendue d'eau va modifier cette biodiversité, voire la faire disparaître complètement.
Donc dans la rivière également, il y avait une biodiversité, et bien, du fait que cette rivière risque de disparaître pour être remplacée par cette grande étendue d'eau, évidemment, la biodiversité va disparaître. Par exemple, notre larve de plécoptère n'a plus aucune chance de survivre dans de tels endroits. Les œufs et les alevins, dont nous avons parlé tout à l'heure, ne pourront plus remonter la rivière, donc ils s'arrêteront un petit peu plus, au niveau du barrage en fait, ils ne pourront pas remonter plus haut. Donc c'est ce qu'on peut imaginer en tout cas. Donc voilà à quoi ressemblait ce projet de barrage. Alors quelquefois les barrages restent sous forme de projet, mais quelquefois les barrages sont vraiment construits. Alors on nous montre sur une autre photo, sur une autre image plutôt, le détail d'un barrage entre l'amont et l'aval. On voit ce qui se passe, donc on a une espèce de grand mur et le courant de la rivière vient buter contre ce mur et évidemment l'eau ne peut pas passer, ce qui crée la montée de l'eau presque jusqu'en haut de cette espèce de grand mur qui est en fait un barrage. Alors les galets et les grains de sable, donc les rochers, etc., viennent s'accumuler au pied de ce barrage en amont, tandis qu'en aval, il n'y a plus rien, quoi. Il y a juste encore un petit peu d'eau qui s'écoule et on voit par endroits une espèce de trou par lequel l'eau peut passer tout de même de l'amont vers l'aval. Alors il s'agit très, très certainement de vannes qui seraient construites pour permettre de réguler le débit de l'eau de telle sorte que l'homme en fait puisse contrôler l'eau qui va arriver vers l'aval. Bon, il faut bien sûr prendre une image que vous pouvez trouver sur internet pour voir un peu à quoi ressemble donc cette différence de hauteur entre l'amont et l'aval due à cette séparation que représente le barrage. Alors lorsque le courant s'arrête, évidemment l'eau est calme et puis les galets, les grains de sable, etc. vont s'accumuler, comme on l'a dit. Alors la température, vu que l'eau va relativement stagner, la température va augmenter fortement en été. Elle peut même dépasser quelquefois les 25 degrés. Alors on a dit tout à l'heure que l'eau de notre rivière était à 12 degrés. Et bien là, si on a une eau à 27 degrés, évidemment la biodiversité de la rivière qui s'était adaptée à cette eau-là ne pourra pas, peut-être pas, survivre dans cette grande étendue d'eau, parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, il y a une biodiversité dans la rivière, pourquoi est-ce qu'elle ne s'adapterait pas à l'étendue d'eau? Bon, eh bien non, parce que les conditions changent et il va se créer en fait une autre biodiversité. Alors en aval, il faut noter que le lit de la rivière va se creuser et l'eau va emporter les galets et le sable déjà présent. Bon. Ensuite, on nous présente une expérience, donc un protocole expérimental type EXAO, c'est-à-dire expérimentation assistée par ordinateur. Donc on peut mettre en évidence, grâce à ce dispositif, un lien entre la température de l'eau et la teneur en dioxygène. Alors, on sait que le dioxygène, c'est une molécule qui est contenue dans l'air. Une teneur d'à peu près 21% dans l'air. Donc lorsque l'on inspire, on fait pénétrer de l'oxygène, de l'air en fait, dans les poumons, et comme dans cet air il y a de l'oxygène, bien l'intérêt de l'inspiration, c'est que ce dioxygène passe dans le sang pour ensuite être réparti dans le reste de l'organisme jusqu'à atteindre les cellules. Alors si on imagine un poisson, par exemple, il a ce que l'on appelle des branchies à la place des poumons. Il n'a pas de poumons, le poisson, mais il a des branchies qui font un peu le même rôle que les poumons.
Alors les branchies sont très rouges, pourquoi? Parce qu'il y a du sang qui passe à l'intérieur. Et comme les branchies sont plus ou moins directement en relation avec l'eau, eh bien l'oxygène, le dioxygène va pouvoir entrer à l'intérieur du sang des branchies et l'oxygène ainsi est réparti dans l'organisme du poisson qui peut utiliser ce dioxygène au niveau de ses cellules pour vivre. Alors, seulement, et on peut le remarquer quelquefois lorsque l'on a un bocal avec un poisson rouge à l'intérieur, si l'eau s'échauffe de trop, en fait s'il fait trop chaud par exemple en été, et que si on regarde bien le poisson, quelquefois il a tendance à se mettre un petit peu sur le côté, et quelquefois même il meurt. Pourquoi? Parce que dans l'eau, il y a du dioxygène, et si la température augmente trop, en fait, ce dioxygène va sortir de l'eau pour aller dans l'atmosphère. De ce fait-là, il n'y aura plus d'oxygène dans l'eau du bocal, et le poisson va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de dioxygène qui passe dans les branchies, et donc les cellules du poisson ne peuvent plus vivre, et donc le poisson va mourir. Alors, on peut vérifier à l'aide d'un protocole ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si la température augmente, l'oxygène de l'eau a tendance à s'échapper de l'eau. Alors, s'il fait froid, si la température est relativement froide, eh bien, l'oxygène reste dans l'eau. Alors, tout à l'heure, nous avons dit que la température moyenne de la rivière, avant le barrage, était de 12 degrés, et que si on fait le barrage, l'eau peut passer à une température de 27 degrés. Donc on imagine qu'à 12 degrés, il y aura du dioxygène dans l'eau, l'eau sera bien oxygénée, donc les êtres vivants vont pouvoir utiliser cet oxygène pour vivre. Mais on peut imaginer que dans le barrage, à une température de 27 degrés, ce dioxygène va s'échapper de l'eau, et donc les êtres vivants, dans le barrage, risquent de mourir. Alors, essayons de comprendre, de voir si ce que je viens de dire est vrai ou pas, à l'aide d'un protocole. Alors, je ne vais pas décrire le protocole, mais simplement le résultat, c'est que l'on observe la quantité de dioxygène en milligrammes de dioxygène par litre d'eau en fonction de la température. Alors, la température va de 1 degré à 30 degrés, et la quantité de dioxygène dans une eau, en fait, alors on ne prend pas la température de l'air parce que la température de l'air, c'est, enfin dans l'air, en fait, la composition de dioxygène serait de 21% à peu près. Bon, là, on mesure une quantité d'oxygène dans l'eau et on la mesure en milligrammes de dioxygène par litre. Donc, il ne faut pas confondre les milligrammes par litre et le pourcentage de dioxygène qui est de 21% dans l'air. Donc, pour simplifier, on mesure dans le protocole la quantité de dioxygène dans l'eau en fonction du temps. Alors c'est une eau précise, hein, ça ne veut pas dire que toutes les eaux c'est pareil. Alors on part d'une température de à peu près 14, pas une température mais une quantité de dioxygène de 14 mg par litre à peu près, à une température de 1 degré. Et ensuite on s'aperçoit que la courbe diminue tout doucement jusqu'à atteindre pour le dioxygène une valeur de 8 mg par litre à une température de 30 degrés. Donc là, ça c'est le résultat, et si on interprète ce résultat, on voit bien que plus la température de l'eau augmente, et moins il y a de dioxygène dans l'eau, moins il y a de dioxygène dissous dans l'eau. Donc d'après le protocole, comme je vous ai dit précédemment, plus l'eau est chaude, et plus le dioxygène a tendance à s'échapper. Donc si par exemple vous voulez garder un beau poisson rouge dans un bocal, il faut absolument que la température de l'eau reste fraîche. D'ailleurs, ce sont bien les poissons rouges sont bien des poissons d'eau froide.
Donc il leur faut de l'eau froide pour vivre. Pourquoi? Parce que l'oxygène ne va pas s'échapper. Bon. Donc là, on comprend bien qu'à travers l'étude des différents documents, avant le barrage et après le barrage, donc une biodiversité, donc avant le barrage, par exemple, la biodiversité, enfin plusieurs biodiversités existaient dans la rivière, dans la forêt et dans la zone humide. Et si l'on construit un barrage dans cette zone-là, la biodiversité qui est en place va être modifiée. Pourquoi? Eh bien, entre autres, parce que la température va être modifiée, donc les êtres vivants vont avoir du mal à s'adapter. Et si on bascule d'une eau de 12 à 27 degrés, admettons, eh bien, les êtres vivants ne pourront pas survivre. Pourquoi? Parce que le dioxygène va partir. Bon, on a vu également, par rapport aux alevins, que s'il n'y a pas la rivière, eh bien les jeunes saumons ne pourront pas remonter la rivière et la population qui vient dans cette rivière risque de disparaître complètement. Bon, on a vu le problème de la larve de plécoptère également. Donc il lui faut au moins une teneur en dioxygène de 8,5 mg par litre. Or, si on regarde dans la courbe 8,5 mg par litre, ça fait une température de 30 degrés. Donc, à la limite, on peut se dire que peut-être que la larve de plécoptère va survivre dans l'étendue d'eau. Alors, dans ce cas-là, ce serait plutôt favorable à la larve de plécoptère. Mais d'un autre côté, on nous dit qu'il faut au moins une quantité de 8,6 mg. Donc, on voit bien que si je reviens sur ce que j'ai dit, puisque c'est la limite inférieure, on se doute bien que si la quantité est à 8, pour une eau qui est à 30 degrés, eh bien, la larve de plécoptère, en fin de compte, ne va pas forcément bien s'adapter, puisqu'il lui faut des quantités supérieures en dioxygène. Donc voilà un exemple pour dire qu'on pense quelque chose, et puis en réfléchissant un petit peu plus, on s'aperçoit que ce que l'on a dit n'est pas forcément vrai. Voilà, donc on peut s'amuser maintenant à faire une simulation de correction très simple. Alors, je rappelle le problème. Quels sont les impacts d'un barrage sur les écosystèmes d'un environnement? Donc l'environnement ici, c'était à la fois, il y avait le village, mais on n'en a pas parlé, les forêts, une rivière, une zone humide. Bon, on a surtout parlé de l'écosystème d'une rivière. Alors, il fallait mettre en évidence les écosystèmes impactés par le barrage. Le barrage construit va avoir pour conséquence l'inondation des zones humides et des forêts. Donc, ce sont des écosystèmes. Donc, qui vont automatiquement être impactés, c'est-à-dire modifiés, en fait, voire vont disparaître pour laisser la place peut-être à un nouvel écosystème ou à deux nouveaux écosystèmes qui vont pas à de nouveau parce que la zone humide a disparu. En tout cas, mais en tout cas, un nouvel écosystème peut se créer dans le lac qui va être formé par le barrage, en fait. Et un nouvel écosystème peut se former également à la limite des eaux correspondant aux eaux du barrage, enfin à l'étendue d'eau, et la limite de la forêt. Les zones humides, elles, dans notre exemple, ont disparu. Donc on avait dit qu'il fallait montrer l'effet d'un barrage, enfin l'effet qu'un barrage peut avoir sur la teneur en dioxygène de l'eau d'une rivière. Bon, on en a parlé, est-ce que c'est la peine qu'on en reparle? On a parlé de l'oxygène. On a dit que l'oxygène va s'échapper si la température augmente de trop, et que les êtres vivants qui doivent avoir une certaine quantité de dioxygène vont en subir les conséquences. Ensuite, il fallait déduire d'autres impacts du barrage sur la biodiversité.
et conclure éventuellement sur la nuisance ou l'effet bénéfique éventuellement d'un barrage sur la biodiversité locale. Alors en plus de ce qui va se passer par rapport au dioxygène, le barrage va retenir des galets. Alors ces galets, le barrage, en retenant les galets, va limiter les cachettes pour les êtres vivants, comme les jeunes saumons, admettons. Il constitue également une barrière, empêchant les saumons de remonter les cours d'eau pour aller déposer leurs œufs en amont de la rivière. Le barrage va donc nuire à la biodiversité locale. Bon, puisque si on se souvient de l'image, il y avait le barrage, en amont il y avait beaucoup d'eau, et il y avait un décalage entre l'eau, le niveau de l'eau qui était à l'amont et le niveau de l'eau qui était à l'aval. Et à l'aval, on a dit que les galets, les sables, en fait, se trouvaient emportés et le lit de la rivière était creusé. Or, c'est là, c'est en remontant ce cours d'eau que les alevins, que les saumons vont déposer les œufs. Et lorsque les œufs vont éclore, eh bien, les alevins ne vont plus avoir d'endroit pour se cacher. Ils risquent de subir les prédateurs, en fait. Bon, je voudrais revenir quand même sur ce qui s'est passé avec le dioxygène, parce que certains élèves vont peut-être avoir du mal à comprendre si je ne lis pas le texte. La température de l'eau retenue par le barrage peut dépasser 27 degrés, comme on l'a dit, par exemple en été lorsqu'il fait trop chaud, alors que la température moyenne de l'eau de la rivière était plutôt, par exemple, aux environs de 12 degrés. Donc l'eau de la rivière environ 12 degrés, l'eau retenue par le barrage 27 degrés. Cette différence de température va modifier la teneur en dioxygène de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'eau s'évapore lorsqu'il fait trop chaud. L'eau, elle s'évapore en fait, c'est pas l'eau qui s'évapore, c'est le dioxygène qui s'évapore, puisque c'est un gaz et les gaz sortent de l'eau lorsqu'il fait trop chaud, en fait. Donc la teneur en dioxygène de l'eau va être modifiée, va diminuer en fait. Plus la température de l'eau augmente, plus la température en dioxygène diminue, et à 27 degrés Celsius, il y a moins de 8 mg de dioxygène dans l'eau, ce qui sera insuffisant, comme on l'avait dit, pour le développement des larves de plécoptères. Bon, c'est un exemple. Donc au niveau des connaissances, on a vu les interactions entre les activités humaines et l'environnement, dont l'interaction être humain-biodiversité, donc au niveau de la rivière, qui disparaissait à un endroit précis parce qu'il y avait des eaux retenues à cause du barrage. Donc on a travaillé ici à l'échelle d'un écosystème local et de sa dynamique en remontant un petit peu jusqu'à en imaginant ce qui peut se passer au niveau d'une région en fait. Bon voilà, un cours très simple, le cours est terminé, merci.